Depuis Netanya, l'invité du Prime ce soir, c'est l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon. Bonsoir, merci d'être là. On va parler de la présidence française de l'Union européenne qui est effective donc depuis quelques jours et du dossier nucléaire iranien, puisque les discussions continuent pendant ce temps-là. Je voudrais qu'on écoute juste avant ce qu'a dit le Premier ministre israélien aujourd'hui à ce propos. Il s'adressait au Forum économique de Davos à distance, évidemment, en raison de la pandémie. Écoutez. Les pays et le monde libre doivent reconnaître les actions de l'Iran. Le pays est la source du terrorisme au Moyen-Orient et nous devons le combattre. La dernière chose à faire avec une telle pieuvre est d'injecter des dizaines de milliards de dollars dans leur appareil. Qu'en retiriez-vous? Un terrorisme stéroïdien. Tout ce que nous verrons sera doublé et triplé d'intensité car ils seront plus forts. Leur économie est complètement défaillante, la monnaie s'érode. Ils sont tellement incompétents qu'ils sont incapables de fournir de l'eau du robinet dans de vastes régions du monde, et par exemple dans la région d'Ispahan. C'est un régime corrompu et en faillite. Voilà, Israël qui demande aux Européens et donc à la France, monsieur l'ambassadeur, de ne pas réinjecter de l'argent dans l'économie, c'est-à-dire de ne pas finalement conclure d'accord. Ce sont des remarques qui vous interpellent ou pas? Ah oui, parce que l'approche israélienne nous est connue depuis très longtemps. C'est-à-dire que nous avons d'un côté la négociation sur le nucléaire et d'un autre côté tout le reste, y compris la capacité de l'Iran avec de l'argent de nourrir le terrorisme. Et donc, effectivement, c'est une équation à plusieurs variables. Mais Vienne, la négociation actuelle, ne porte que sur le nucléaire. C'est pas pour ça qu'on ignore, bien entendu, les autres dimensions, c'est-à-dire les missiles balistiques, ce qui est très important, et l'action néfaste de l'Iran à l'extérieur, son influence régionale. Et on a vu encore, il y a 2 jours, l'attaque des Houthis, qui sans doute n'est pas sans lien avec l'influence iranienne dans la région. Quel rôle va jouer la France justement dans ces négociations, puisque maintenant qu'elle est à la présidence de l'Union européenne, c'est donc un point important, parce qu'on voit bien que tout semble s'enliser, mais en même temps, les Iraniens sont pressés d'aboutir. Est-ce que la France va pousser justement pour qu'un accord soit trouvé coûte que coûte ? Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Et on ne peut pas dire que les Iraniens poussent à un accord actuellement. Ils sont responsables de la stagnation des négociations de Vienne. On avance à une allure de tortue. Donc, si on regarde globalement, on peut dire que ça avance très peu. Et donc, pendant ce temps-là, les Iraniens en profitent pour continuer à développer leur industrie nucléaire et aller vers ce que l'on appelle le seuil nucléaire, c'est-à-dire le moment où on est très proche de la bombe sans l'avoir. Donc c'est très dangereux ce qui se passe actuellement. En fait, j'allais dire, rapidement, ils jouent la montre. Donc les négociations de Vienne avancent très très lentement, avec des points très durs sur, par exemple, le démantèlement des centrifugeuses. Ça a l'air un peu technique, mais c'est très important. Est-ce qu'il faut les mettre sous cloche? Est-ce qu'il faut les détruire? Est-ce qu'il faut les enlever? Bon, ça, c'est une négociation. C'est un point très, très, très difficile. Donc, pour le moment, les négociations avancent très lentement et surtout, plus on passe du temps, plus on ne peut plus revenir sur l'accord initial, parce qu'il est dépassé par justement les données techniques et les avancées de l'Iran en matière nucléaire. Alors je voudrais qu'on parle de cette présidence française aussi et de l'impact qu'elle aura pour Israël et pour le Moyen-Orient ici. Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer ou faire bouger ? Ah, ça change énormément de choses, parce que les gens, souvent, ils ont d'autres préoccupations, et je les comprends, bien sûr, mais l'Europe, c'est très concret, y compris en Israël. Regardez, par exemple, l'affaire de l'équivalence des passes sanitaires. C'est une négociation entre Israël et l'Union européenne qui a abouti. Rendez-vous compte, déjà, c'est très difficile de se déplacer, mais si en plus, il n'y avait pas l'équivalence des passes sanitaires entre Israël et l'Union européenne, ça serait juste impossible. Donc, voilà, il y a ça, il y a la circulation des étudiants avec Erasmus. Et puis, là, c'est pas très audible parce que les gens ont du mal à se déplacer, donc ils sont très tristes, ils sont en difficulté. Mais il y a 3 ans,
Israël et l'Europe ont conclu un accord dit ciel ouvert qui a multiplié les liaisons aériennes avec l'Europe, qui a fait baisser les prix, etc. On sait bien qu'actuellement, ça fait bizarre, on ne peut pas circuler et il vient nous dire qu'il y a plus d'avions. Mais en fait, c'est quand même très important pour le moment où les choses vont revenir. Surtout, je crois, l'Europe, c'est le premier partenaire commercial d'Israël. C'est un tiers des importations d'Israël, ça fait à peu près 20 milliards d'euros. Et puis surtout, c'est des perspectives. Vous avez deux grandes perspectives, qui sont fondamentales. La première, c'est que en décembre dernier, Israël a adhéré à un programme qui s'appelle Horizon Europe. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est fondamental. C'est le plus gros programme de recherche du monde. Et Israël a réussi à adhérer, si je puis dire, au terme d'une négociation un peu difficile où nous avons beaucoup, nous, poussé à ça, alors que, par exemple, la Grande-Bretagne ou la Suisse n'ont pas réussi leur adhésion à Horizon Europe. Et c'est quoi derrière? Mais c'est toute la recherche universitaire avec les grandes universités israéliennes. C'est, par exemple, très concrètement, ce qu'on embarque, les expériences israéliennes qu'on embarque à bord des satellites européens. Et puis c'est le monde du futur, c'est-à-dire l'ordinateur quantique. Si il n'y avait pas eu Horizon Europe, Israël serait hors des grands programmes de recherche en matière d'ordinateur quantique. Là, il est dedans et c'est absolument formidable. Donc c'est non seulement du concret de tous les jours, si je puis dire, mais c'est aussi des perspectives parce que ce qui est formidable en ce moment, on le voit dans tous les domaines, c'est que Israël et l'Europe affrontent de plus en plus ensemble les grands problèmes du monde. Prenez, je conclue avec ça, la partie environnementale. On a inauguré il y a 2 mois et demi la plus grande centrale solaire israélienne. C'est EDF Renouvelable, Cocorico qui est derrière. Eh bien, voilà, c'est l'apport aussi d'Israël à la désalinisation, au solaire, à toutes ces nouvelles énergies. Tout ça, c'est des chercheurs qui bossent ensemble. Tout ça, c'est beaucoup d'industries qui se mettent ensemble. Donc, des perspectives tout à fait satisfaisantes. Alors, il y a cette coopération qui, effectivement, globalement, se passe très bien et avance. Mais il y a toujours ces problèmes de friction liés au dossier israélo-palestinien qui n'est pas réglé, ce qui provoque parfois en Europe de l'impatience, et par exemple sur les problèmes d'étiquetage. Alors ça, c'est compliqué. C'est la partie la plus politique, pourrait-on dire. Et c'est ce que nous allons essayer de faire en 6 mois, mais il y a du contentieux. Mais vraiment, on va pousser, les instructions vont toutes en ce sens. C'est ce qu'on appelle l'accord d'association. Bon, le conseil d'association ne s'est pas réuni depuis 2012. Donc, il faut remettre les choses sur le terrain. Mais il ne s'était pas réuni à cause d'une affaire israélo-palestinienne. Et il faut donc montrer que les choses ont progressé pour les remettre sur les rails. Or, nous avons des signaux, je dirais, un peu paradoxaux. Il y a beaucoup de choses qui s'améliorent entre ce nouveau gouvernement et les autorités palestiniennes. Il y a une reprise de contact déjà. Il y a une reprise de contact avec les visites à Mokata, etc. Donc ça, c'est tout à fait positif. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises sur le terrain pour fluidifier la relation. Et puis, il y a encore des choses qui posent problème à l'Union européenne. Ce qui s'est passé récemment à Jérusalem-Est en matière de destruction d'immeubles, etc. Bon, des choses comme ça. Donc, c'est pas fluide, ça frictionne un peu. Moi, j'ai bon espoir pour que, enfin en tout cas, tout faire pour, que dans les 6 mois qui viennent, la dimension politique de la relation entre l'Union européenne et Israël s'améliore grandement. Bon, est-ce qu'il est toujours envisageable d'avoir une visite bon, il y a une élection en France, évidemment, donc ça, c'est une échéance électorale qui va poser problème, mais est-ce qu'il est... Oui, je ne suis pas là autorisé, si je puis dire, à parler du programme des visites, mais je pense que nous allons avoir de bonnes surprises dans les semaines qui viennent. Bon, ben voilà, ça c'est une bonne chose. Ouais. Également, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, d'avoir été donc l'invité du Prime ce soir, au moment où la France donc prend la présidence de l'Union européenne pour 6 mois, comme le veut la procédure. On va maintenant se rendre à l'expo.